Pouvez-vous nous présenter la direction départementale des territoires et de la mer et nous dire en quoi ces missions intéressent les élus? La direction départementale des territoires et de la mer est une direction interministérielle qui dépend de plusieurs ministères. Du ministère de l'écologie et de la transition solidaire, du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, de l'agriculture et de l'alimentation et du ministère de l'Intérieur. Nos missions, d'une manière générale, sont d'accompagner le développement durable des territoires en intégrant l'ensemble des politiques de ces ministères, que ce soit l'aménagement, que ce soit la préservation du foncier, qu'il soit agricole, naturel ou maritime, la préservation de l'environnement, évidemment, et la prise en compte des risques et de tout ce qui peut concourir au cadre de vie, l'accessibilité, la publicité. Ce sont autant de politiques que les maires doivent intégrer dans leurs projets et dans leurs documents de planification. L'idée, vous l'aurez compris, n'est pas forcément de vous présenter de manière totalement exhaustive l'ensemble des missions de la DDTM, mais d'illustrer, à l'occasion de l'élaboration d'un plan ou d'une opération, ce en quoi on peut vous apporter un appui. Ça peut être à l'occasion de l'élaboration d'un document d'urbanisme, type un SCOT ou un PLU. Ça peut être aussi à l'occasion de l'élaboration d'un plan ou programme, un PCAET, un plan mobilité. Ça peut être aussi à l'occasion d'une opération de réhabilitation du cœur de bourg, du centre-ville, ou bien à l'occasion d'opérations d'aménagement du territoire ou de construction de bâtiments. L'idée, c'est qu'à cette occasion-là, on puisse vous apporter les conseils réglementaires et les conseils techniques qui puissent vous aider à mettre votre dossier dans les meilleures conditions possibles de réalisation. Le maître mot en la matière, c'est de ne surtout pas hésiter à nous associer dès le début de votre projet, dès les premières phases, pour qu'on puisse intégrer l'ensemble de ces éléments réglementaires, environnementaux ou de risque. Vos services sont associés dans les démarches d'élaboration des documents d'urbanisme. En quoi est-ce une étape essentielle? Le rôle de la planification est justement d'organiser et de concilier les différents usages. Alors, certains sont évidents. On va avoir le logement, l'équipement du territoire, nourrir le pays avec les zones agricoles. D'autres sont peut-être un peu moins intuitifs. Le respect de l'environnement, la prise en compte des risques qui ne sont pas forcément visibles, et tout cela pour avoir un cadre qui soit à la fois résilient et agréable à vivre. Et donc, c'est à ce moment-là, au moment du document de planification, qu'il convient d'intégrer tous ces éléments-là pour pouvoir ensuite implanter les projets aux bons endroits et qu'ils puissent être faits dans les meilleures conditions. L'ensemble de ces démarches de planification et de ces projets, pour pouvoir aboutir, nécessite d'intégrer dès les premiers stades de la réflexion les enjeux du territoire, de réglementation, de calendrier, etc. Quels sont, pour vous, les points de vigilance pour un maire en amont d'une démarche de planification ou d'un projet d'aménagement? Sans forcément être exhaustif, je souhaiterais citer 2-3 petits points qui, à mon sens, sont des enjeux à intégrer dès le départ dans ce type de projet, que ce soit de l'urbanisme ou un projet d'aménagement. Tout d'abord, la prise en compte des enjeux environnementaux, que ce soit dans la protection des espèces ou des espaces remarquables, des habitats remarquables, ou dans le cadre de la prise en compte de l'eau. Toute réflexion qui est susceptible d'avoir un impact sur ces milieux mérite d'être étudiée avec attention. L'exemple, l'enjeu, la logique est surtout de retenir le fait d'avoir un mode de fonctionnement avec éviter, réduire, compenser, ERC, pour l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire éviter d'implanter un dossier, un projet, dans un endroit où il y a des habitats remarquables. Si jamais on est obligé de s'implanter là, c'est de réduire l'impact que pourrait avoir ce projet par des logiques d'aménagement. Et le troisième point, si malgré tout il y a des impacts sur la biodiversité ou sur l'eau, eh bien l'enjeu c'est de le compenser et de l'intégrer dans l'aménagement. C'est ce qui permettra que le document ou le projet soit acceptable et ait toutes les chances de franchir tous les écueils, et y compris les écueils de contentieux. Pour ce faire, vous pouvez disposer d'outils disponibles, des cartographies, des inventaires, des bases de données qui permettent de connaître tous ces enjeux-là. Le deuxième enjeu, à mon sens, dans un projet d'aménagement, c'est l'enjeu de la limitation de la consommation du foncier. En effet, aujourd'hui, il y a des politiques de zéro artificialisation nette, à terme, qui incitent à modérer la consommation du foncier. L'idée essentielle, c'est de pouvoir reconstruire la ville sur la ville, de pouvoir valoriser des espaces perdus, comme des friches, comme d'anciens sites aménagés ou abandonnés. Alors certes, c'est beaucoup plus difficile de reconstruire la ville sur la ville que de construire en extension par rapport à la situation que vous pouvez connaître. Mais par contre, ça présente d'autres avantages qui sont évidemment, la consommation du foncier, c'est une chose, mais aussi de pouvoir avoir des centres-villes qui sont plus vivants, qui sont plus
qui permettent d'intégrer les aspects commerciaux, de limiter le nombre de déplacements, et ce qui crée en fait une unité de vie importante. L'idée étant de pouvoir maintenir un maximum d'activités en ville et de limiter les impacts sur les aspects environnementaux et fonciers. Et peut-être le dernier point que je souhaiterais soulever particulièrement, cela concerne le volet de l'assainissement collectif, que ce soit à travers le bon fonctionnement des réseaux ou des stations d'épuration, qui ont un impact très important sur notre littoral et en particulier avec des usages sensibles que sont la baignade, que sont la conchyliculture et qui comptent énormément pour l'attractivité du territoire. À ce propos-là, il existe un certain nombre d'aides d'opérateurs publics, je pense à l'Agence de l'eau en particulier, qui peuvent vous accompagner dans ces projets. Alors vous évoquez justement les usages de la pêche, de la conchyliculture. Il est vrai que l'une des spécificités du département du Morbihan par rapport à la majorité des départements, c'est son caractère littoral. 64 communes du département sont ainsi concernées par la loi littorale. Nous savons que cette loi impacte significativement un certain nombre de projets d'aménagement. Comment appliquer cette loi quand on est maire ? Alors, vous le savez très bien, la loi littorale va fêter bientôt ses 30 ans. Alors, elle a la particularité d'être toujours aussi compliquée à appréhender. Alors pourquoi ? Parce qu'elle ne pose pas des règles strictes avec des bornes, avec des chiffres, avec des quotas, mais elle donne plutôt un état d'esprit, une philosophie en matière d'urbanisme. Et donc, ce ne sont pas toujours des critères limitatifs qui s'appliquent, mais bien une philosophie. Et du coup, son application est très jurisprudentielle. Et donc, évidemment, en fonction des évolutions du droit, en fonction des pratiques d'urbanisation, celle-ci est amenée à évoluer régulièrement. Et donc, il convient de s'adapter en fonction de la jurisprudence du moment. Et dans ce contexte jurisprudentiel et évolutif, la DDTM peut-elle être un appui pour le maire d'une commune concernée par la loi littorale ? Évidemment, la particularité, c'est que nous assurons évidemment une veille juridique au niveau national et nous avons aussi la possibilité d'échanger avec les autres DDTM des autres départements pour pouvoir identifier s'il y a eu des cas similaires ou proches et qui permettent de définir des doctrines qui ont plus de chances d'aboutir et de permettre au projet de se concrétiser. C'est d'autant plus important dans un département comme le Morbihan où nous avons une population qui est très attachée à son littoral et qui est très attentive à ce que les projets qui se réalisent au sein du littoral respectent bien le droit et n'hésitent pas à faire des contentieux. Donc l'enjeu est essentiel dans la prise en compte de cette loi. Alors toujours en matière d'aménagement, il existe d'autres points de vigilance à avoir pour permettre de préserver le dynamisme des communes, même si elles sont situées sur le littoral ou à proximité de l'eau. C'est en effet un très fort avantage en matière d'attractivité et de cadre de vie, même si parfois ces secteurs peuvent être situés en zone inondable ou de submersion marine. De votre point de vue, quelles sont les marges de manœuvre pour un maire ? Alors c'est vrai que la particularité de la proximité du littoral ou des cours d'eau est un attrait pour les habitants. Par contre, effectivement, il y a de vrais risques derrière, des risques naturels. Et donc l'État accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de plans de prévention des risques naturels, les PPR, qu'ils soient d'inondation ou de submersion marine. Il faut savoir que dans le département du Morbihan, ce sont 148 communes qui sont concernées par le risque inondation, 62 communes qui sont concernées par les risques littoraux, et 16 d'entre elles ont à la fois les deux risques, inondation et submersion marine. L'idée des plans de prévention des risques, c'est bien de pouvoir identifier les zones à risque et sur ces zones à risque de pouvoir mettre des prescriptions d'aménagement et d'urbanisme pour limiter les risques et empêcher qu'il y ait de nouveaux enjeux et de nouveaux aménagements sur ces zones à risque. Pour les zones qui sont déjà exposées mais qui sont déjà urbanisées, la logique est plutôt de se dire on peut reconstruire la ville sur la ville, on peut reconstruire, mais l'enjeu étant de ne jamais apporter de nouveaux enjeux supplémentaires. Exemple, on ne va pas mettre une caserne de pompiers dans une zone inondable, on ne va pas mettre des locaux à risque dans une zone inondable, par exemple des locaux à sommeil. Donc l'idée, c'est de ne pas apporter de nouveaux enjeux, et quand on reconstruit en zone inondable, l'idée aussi, c'est de réduire la vulnérabilité, c'est-à-dire de construire du bâti qui peut intégrer ce risque littoral. Et que peut apporter la DDTM aux maires ? Dans ce cadre-là, la DDTM élabore les plans de prévention des risques. On va associer les élus qui auront à le mettre en œuvre ensuite, notamment au moment de l'élaboration du règlement, ce qui permet justement d'intégrer au sein du règlement les projets de renouvellement urbain qui pourraient avoir lieu. Le deuxième niveau d'association, c'est sur les décisions individuelles d'urbanisme, où nous pouvons apporter un appui aux collectivités dans le cadre de la prise en compte de ce risque. Si d'aventure il n'y avait pas de plan de prévention des risques prescrit,
on peut notifier et informer les élus qu'il existe un risque, et à ce moment-là, ils ont l'obligation dans les décisions individuelles d'urbanisme de les prendre en compte, et ce sera, pour ceux qui seront concernés, l'article R111-2 du Code de l'urbanisme qu'ils devront appliquer. Et nous pouvons les aider dans cette interprétation. Nous avons évoqué des projets d'aménagement, mais une des préoccupations pour les élus est de pouvoir proposer aux habitants un territoire dynamique avec une offre de logement qui permette d'accueillir de la population, souvent avec comme idée de sauvegarder les commerces et les services publics comme les écoles. Cela peut aussi passer par la production de logements sociaux sur le territoire, ce qui peut être compliqué pour faire venir des bailleurs, motiver les promoteurs, et parfois il peut même y avoir une certaine réserve au sein même de la population. Comment est-ce qu'un maire peut-il s'y prendre ? Alors, ce qu'il faut toujours avoir en tête en matière de logement, c'est que c'est une problématique qui est stratégique, mais qui véhicule aussi beaucoup de clichés et beaucoup de schémas préconçus qui parfois sont nécessaires de déconstruire. Il en va de même dans le logement social. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on a un logement social, la majorité des cas, ce sont des personnes qui ont besoin de se loger, qui sont locataires et qui viennent donc sur ce territoire pour travailler, pour y vivre. Ça peut être effectivement des personnes, des nouveaux arrivants, des néo-arrivants. Ça peut être aussi des gens qui quittent leur foyer et qui entament leur parcours résidentiel et qui ont besoin d'un premier logement. Ça peut être enfin des personnes d'un certain âge qui ont besoin de quitter une habitation, revenir en centre-ville et trouver des logements adaptés et à des loyers accessibles. Ça peut être aussi des saisonniers qui peuvent avoir besoin de venir travailler de manière ponctuelle et donc qui sont aussi des éléments qui sont nécessaires pour le tissu industriel que nous connaissons. Donc, il faut toujours avoir en tête que le logement social, ça peut recouvrir toutes ces réalités-là. Après, en matière de construction de logement social, les procédures qui y sont rattachées sont particulièrement spécifiques en termes de programmation et de financement. À ce titre-là, nous sommes tout à fait en même de pouvoir aider les collectivités dans le cadre de cette production de logement social. Et l'idée est toujours de pouvoir assurer une attractivité du territoire. L'important peut-être à dire aussi sur ces questions d'habitat, c'est qu'il faut aussi commencer à raisonner les parcours résidentiels. Tout au long de sa vie, on n'a pas forcément vocation à être toujours dans le même type de logement. Et donc, la conception du pavillon sur un terrain de plusieurs centaines de mètres carrés n'est pas forcément la seule qui soit nécessaire pour les populations aujourd'hui. Vous évoquez les parcours de vie. Il est un sujet pour lequel les maires sont aussi concernés, à savoir les règles d'accessibilité des bâtiments. Celles-ci peuvent être perçues comme complexes, les aménagements peuvent coûter assez cher. Dans ces conditions, jusqu'où un maire doit-il aller dans la mise en accessibilité des aménagements au profit des personnes en situation de handicap ? Une nouvelle fois, sur ces questions de handicap, il convient tout d'abord de rappeler qu'on est tous confrontés à des situations de mobilité restreinte. L'idée générale, à la naissance, on se promène en poussette, et donc, à un moment donné, nous sommes une personne à mobilité réduite. Après, au-delà de cette boutade ou de cette plaisanterie, on peut, dans le cadre du vieillissement de la population, être confronté à toutes sortes de handicaps. Évidemment, on pense tout de suite à la mobilité réduite en fauteuil, mais il faut penser aussi aux personnes avec des cannes, il faut penser aussi aux personnes malvoyantes, aux personnes malentendantes, aux troubles cognitifs. Toutes ces situations de handicap nécessitent de pouvoir adapter l'accessibilité au bâtiment. Donc il faut bien avoir cette logique-là, c'est vraiment la notion du vivre ensemble qui doit prévaloir dans la matière, et ça peut être aussi un argument d'attractivité pour l'accès au transport, au commerce et aux services publics. En tant que maire, vous êtes responsable d'un certain nombre de bâtiments publics que vous avez l'obligation de mettre en accessibilité pour l'ensemble de vos concitoyens. Et l'ensemble de ces travaux peut être accompagné. Par ailleurs, en tant que service instructeur, quand il y a l'ouverture d'un établissement recevant du public, vous êtes aussi obligé vous avez la responsabilité de donner une autorisation qui fait suite à une visite de sécurité et à une commission de mise en accessibilité. Face à cette obligation légale de mise en accessibilité, que peut attendre le maire de la DDTM ? La logique, évidemment, sur ces sujets-là, c'est d'avoir des approches très pragmatiques et qui soient aussi économiquement acceptables. Nous le voyons, ces questions peuvent sembler complexes, mais je comprends que les services de l'État sont là pour accompagner les élus dans leurs projets et les aider à prendre en compte l'ensemble des enjeux réglementaires. Souhaitez-vous ajouter quelques mots en guise de conclusion ? Oui, en termes de conclusion, je voudrais dire que si vous devez retenir qu'une chose, c'est que l'ensemble des services de l'État, en lien avec le préfet de département, qui est le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et en lien avec les sous-préfets, les services de la DDTM sont là pour vous accompagner dans l'ensemble de vos projets, comme j'ai dit, qu'ils soient de planification ou d'aménagement.
L'enjeu essentiel, et si vous devez retenir qu'une chose, c'est de nous associer le plus en amont possible pour pouvoir bien prendre en compte l'ensemble des réglementations et des enjeux qui s'imposent au territoire. En gros, c'est le gage de la réussite.